commencer par vous donner 5 minutes à peu près chacun pour ajouter quelque chose qui n'a pas été dit dans le documentaire, si vous avez envie d'ajouter des choses. 5 minutes. Merci pour ce film que j'ai regardé avec un peu d'émotion parce qu'on a un peu changé depuis. C'est vrai que c'était une expérience fondamentale, fondatrice pour beaucoup de personnes qui ont par la suite beaucoup utilisé cette expérience et l'ambition qu'elle avait pour la répéter à d'autres endroits et sous des formes extrêmement différentes, avec des chantiers réalisés un peu partout dans le monde. Parce qu'en fait, on a plus travaillé après dans le monde entier que ici. C'est bien d'ailleurs que du coup, on recommence à retravailler aussi ici beaucoup plus, puisque la pression étant telle aujourd'hui qu'il y a vraiment un regain d'intérêt par rapport à ce qu'il y avait dans les années 80, où malgré des réalisations comme ça là, le domaine de la Terre, l'impact n'a pas été si important au début, et c'est que progressivement que ça s'est développé avec une grosse accélération ces dernières années. C'est cette précurseur aussi, je ne laisserai pas Patrice en parler. Peut-être dire simplement remercier particulièrement Martin qui s'est emparé de cette idée, et puis Laurent aussi, parce que moi j'avais lancé cette idée-là de l'isolation, mais je m'en suis peu occupé, donc c'était aussi une transmission de la responsabilité des chantiers. Moi j'avais été, Patrice était le grand Manitou, mais moi j'étais le responsable de ce chantier, de la briqueterie, etc. Donc tout ça a été une expérience vraiment assez incroyable. Peut-être simplement dire que c'est sur la partie plus technique aussi, il y a un vrai enjeu sur la fabrication de ces briques isolantes, et j'aimerais qu'on puisse continuer. Donc ici Laurent est engagé sur une autre piste, mais j'aimerais qu'on puisse continuer à travailler dessus, parce que je pense que c'est un matériau qui a beaucoup d'avenir, en fait, la brique en isolation de murs, de toiture, on le voit, et en plus assez efficace, donc j'aimerais bien qu'on puisse continuer à travailler dessus. Merci pour cette projection, Angèle, merci Laurent, merci tout le monde, mais moi j'ai rien à dire. Vous avez vu le film, c'est pas la peine de parler. Alors tu m'as dit, qu'est-ce que je peux rajouter? Alors ce que je peux rajouter, c'est que derrière ces projets manifestes, ces projets, disons, à long terme, parce qu'on était toujours sur du long terme, l'idée était de créer quelque part une école vraiment spécialisée sur les architectures de terre, sachant que dans le monde il n'y avait absolument rien. Donc l'idée c'était vraiment de multiplier la formation architecture de terre. Donc, on l'avait commencé à l'école d'architecture de Grenoble, avec des étudiants brillants comme Thierry, Serge Magny et des tas d'autres, mais on voulait aller plus loin. C'est-à-dire on voulait démontrer qu'il était possible finalement de faire un enseignement universitaire au sein de la région. On venait de construire le domaine de la terre, 64 logements en terre qui sont sur la commune de Villefontaine, qui avait été initié par Jean de Thiers et son exposition au centre Georges Pompidou. Donc l'idée, la première idée, c'était de construire à côté du domaine de la terre, sous Villefontaine, cette expérience des 24 heures. Donc la maison des 24 heures, elle n'était pas prévue à Grenoble, elle était prévue sur le domaine de la terre. On a fait les extractions avec le géologue Michel Der et autres, que je remercie d'ailleurs. Et une fois qu'on a décidé de déposer le permis de construire, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Le permis de construire a été refusé. Donc on n'a pas pu construire finalement sur le domaine de la terre. Ah, panique, urgence, on a été trouver le président de l'université à l'époque qui était Michel Tange, qui était docteur d'ailleurs, et on lui a proposé le projet. On lui a dit voilà, nous on veut bien un petit terrain pour pouvoir construire en 24 heures. Waouh, c'est passionnant votre truc, c'est super. Oui, j'accepte. Donc il a accepté, il a même financé une partie, notamment des fondations, et donc c'est parti comme ça. Et c'est parti en fait toujours de la même idée d'avoir une nouvelle école dont on voit très bien ce qui est
une trentaine d'années plus tard, cette idée finalement de la chaire UNESCO, et cette idée où on avait finalement, après le domaine de la Terre, on s'est dit, on construit un institut international de la construction en Terre. Cet institut, il a été abandonné par l'État, et nous, on ne s'est pas démonté, je ne sais pas si Maxime est là, et on a finalement construit ce bâtiment-là. Plutôt que de travailler uniquement sur la Terre, pour les rouler, quelque part, on a dit, mais non, on ne va pas travailler sur la Terre, on va travailler sur le béton, on va travailler sur le bois, on va travailler sur tous les autres matériaux, pour construire avec les architectes, pour que les gens puissent travailler avec leurs mains, que les étudiants, en fait, puissent penser, toujours pareil, la terre, la main, la brique, tous les matériaux. Donc voilà, finalement, les maisons de 24 heures, en exagérant énormément, ça a donné les grands ateliers de la ville nouvelle de l'Édimbourg. Voilà, le bâtiment qui est ici. Voilà, ça c'est un peu exagéré, mais finalement, si on prend les fils conducteurs de l'histoire, c'est ça. Et je voudrais remercier quelqu'un qui nous est cher et qui malheureusement a disparu, mais il y a Titan Noumen qui est là. C'est Hugo Houben qui a été aussi grand fondateur de Cratère avec Hubert Guillaume. Voilà, merci. Bonjour, donc moi je suis Dominique Dodon, je suis arrivée finalement bien après la genèse de la construction de la maison en terre. Je suis de formation ingénieur, donc mon objectif n'est pas forcément de manipuler autant, en tout cas ça me met moins naturel, je pense. Mais en termes de formation, compte tenu des étudiants que je forme, qui sont des étudiants de master en ingénierie, je dois dire que la maison en terre sur le campus m'a toujours intéressée et que ça faisait partie des objets que je souhaitais montrer aux étudiants, puisqu'ils sont là tout le temps sur le campus. Il faut savoir qu'il y en a plus de 50% qui n'ont jamais vu la maison en terre. Donc ils circulent, mais ils ne regardent pas. Voilà. Donc cette transition énergétique dont on parle tout le temps, c'est un problème très complexe, et nous, quand on forme nos étudiants, on doit leur apporter un petit peu de connaissances en thermique du bâtiment, etc. Donc on fait ça de manière très théorique. Et moi, j'ai vraiment vu dans l'idée de placer des capteurs et d'instrumenter cette maison en terre, enfin, la possibilité de montrer quelque chose d'autre que des équations à nos étudiants. Donc pour moi, c'était quelque chose de très important, parce qu'on n'a pas des étudiants super académiques. Donc en fait, il faut qu'ils voient autre chose. Et donc, ils voient un bâtiment vivre. Ça aurait dû être un Fab Lab au début. Et puis finalement, le bâtiment a été habité par le comité d'entreprise de l'université. Donc on a à la fois des ressentis des personnels qui travaillent dedans, mais aussi le moyen de caractériser scientifiquement ce qui s'y passe, en fonction des températures extérieures, etc. Et s'affranchir un petit peu des ressentis qui sont très importants, mais qui ne donnent pas de connaissances ou de compétences purement scientifiques. Voilà. Donc c'était ça mon objectif, et eh bien, je considère que c'est quelque chose d'assez réussi. On arrive à montrer qu'il ne se passe pas la même chose en face sud et en face nord, que, comme l'a dit Laurent, puis comme le dit le film, vraiment un isolant, ça a une fonction réelle, et ça se voit sur des courbes de température. Voilà, on travaille là-dessus, beaucoup sur cette formation comment dire, académique, où sans vouloir faire un manifeste en leur disant construisez en terre, l'objectif il est beaucoup plus doux, je dirais, c'est-à-dire qu'on fait passer l'information en utilisant la maison en terre comme objet pédagogique, et donc les analyses thermiques et les connaissances thermiques qu'ils obtiennent, elles sont faites sur un exemple un petit peu particulier. Et pour élargir tout ça, je citerai juste l'histoire de la facture d'électricité qu'on a diminuée par 2. Pour obtenir ce résultat-là, on a pris un trinôme d'étudiants qui travaillent uniquement sur des méthodes mathématiques statistiques. Ils ne connaissent rien à la construction, ils ne connaissaient rien à la construction, ils ne connaissaient rien à l'écologie, ni aux méthodes, ni à... Et ces étudiants-là, en travaillant sur les... je vais dire ça froidement, mathématiquement, sur les séries temporelles de température, ils ont réussi à utiliser leurs compétences pour nous sortir ce genre de résultats-là, dont on n'avait pas vraiment idée, puisqu'on n'était que dans le ressenti. Voilà.
Donc il me semble, et ils sont devenus très intéressés par justement cette première prise en main de comment est-ce qu'on fait pour qualifier un bâtiment dans son état basse consommation, je pense à l'autre bâtiment qu'on utilise en pédagogie, ou dans son état ici sans être basse consommation, sans label finalement. Voilà. Donc c'est pour moi un moyen de former les gens à des connaissances indispensables, théoriques dont ils ont besoin, mais en utilisant de manière détournée ce bâtiment-là, on leur instille une diversité qu'ils n'ont pas dans leurs autres types d'enseignement où ils apprennent essentiellement les caractéristiques thermiques, mécaniques du béton, je veux dire, du béton, de la construction métallique et de la construction de bois, parce que c'est ce qui est régi par les règles de construction Eurocode. Voilà. La construction en terre ne rentre pas actuellement dans les Eurocodes, et donc ça ne peut se faire ou s'utiliser qu'au coup par coup avec des validations spécifiques à chaque fois du type de construction et des accords plus ou moins formels de l'ensemble. Alors, un dernier point, donc il n'y avait pas de permis de construire pour construire là, il y en a eu un, je pense, peut-être, voilà. On a choisi la toiture parce que c'est par là que s'échappait le plus de la chaleur, du chauffage, mais aussi parce que ça ne se voyait pas, et donc on n'avait pas besoin de demander de permis de construire. Voilà, je le dis. Voilà. Désobéissance, même chez les Merci. Déjà, je voulais vous remercier pour Laurent, Angèle, Thierry, Patrice, Dominique, pour tout le travail qui a été fait avant, maintenant, tout c'est assez... pour moi, c'est assez chouette de voir cette dynamique qui se perpétue et l'investissement qui a été mis dans ces projets assez présents. Et surtout cette dynamique de l'apprentissage en faisant qui, moi je m'inscris pleinement dedans. Aujourd'hui j'enseigne à l'école d'architecture de Grenoble et j'essaye de continuer à transmettre cette manière d'apprendre en mettant la main à la pâte, comme dit Patrice. Et donc je trouve que ce film montre bien cette continuité qu'il y a à l'école de Grenoble. Et en tout cas, merci pour ce travail. Moi, ce que je voulais rajouter, il y a plusieurs choses. Quand j'ai vu le film, il y a 3 jours, je suis passé sur un atelier de préfabrication de blocs de pisé pour la maison de la danse qui va se construire à Lyon. Il y a 2000 m² de pisé porteur avec des volumes de pisé assez incroyables. Et alors, en effet, aujourd'hui, c'est toujours... de construire en terre, c'est pas normalisé, il y a pas de... mais on y arrive. En fait, il y a quand même une vraie dynamique qui se met en place avec des entreprises, des industriels, des carrières, des artisans, et on construit quand même des choses aujourd'hui assez impressionnantes, quoi. Quand on voit la petite maison 24 heures et puis aujourd'hui des chantiers à plusieurs dizaines de millions d'euros qui sortent de terre, on voit quand même que ça a quand même marqué. Alors j'étais un peu surpris de voir une de mes étudiantes qui me disait oui, c'est toujours compliqué aujourd'hui, alors que moi j'enseigne en licence et que bon, j'enseigne plus le béton, plus l'acier, plus le verre, j'enseigne le pisé, l'adobe, la construction en paille, et donc je vois que j'ai encore un peu de travail pour transmettre correctement, mais oui, c'est chouette de voir que les étudiants sont toujours hyper motivés quand il s'agit de construire, quoi. Et de mettre la main à la pâte, et on sent que c'est un apprentissage qui s'ancre vraiment. Il y a du psychomoteur, de l'émotionnel, et c'est vraiment un apprentissage très intéressant. Et pour finir sur ce matériau, là, Thierry disait oui, ça serait intéressant qu'il y ait des pistes de continuer le développement de ces matériaux. On voit qu'aujourd'hui, il y a quand même une vraie volonté de développer des matériaux préfabriqués, que ce soit des blocs de pisé, des enduits, des briques de terre, qui peuvent aller sur des marchés en ville ou des marchés assez importants. Et en effet, là, je pense que ces panneaux, ces briques de terre allégée ont une vraie pertinence dans la réhabilitation aussi de tout le bâti en béton du XXe siècle, où on doit faire des corrections thermiques, amélioration. Donc là, il y a un vrai potentiel pour ces matériaux à base de terre et de fibres.
Merci à tous. Merci à vous aussi. Ça a été un très grand plaisir de travailler sur ce projet. Comme je le disais, ça nous a beaucoup inspiré, votre expérience, il y a presque 40 ans déjà. Et puis aussi de réaliser ce documentaire. On a pris un grand plaisir à le faire, à le peaufiner, à le travailler avec Angèle pour avoir au moins quelque chose à pouvoir transmettre de cette expérience-là. Moi j'étais étudiant au DSA quand ça s'est produit. Voilà ce qui peut attendre les prochains élèves de la formation. Et merci aussi d'avoir pu créer cette formation pour pouvoir faire ce genre de projet et pouvoir essayer de toucher un maximum de monde. C'est assez spécial parce qu'ici c'est l'avant-première, on est aux grands ateliers et donc c'est là où beaucoup de choses ont commencé et entre autres, moi je suis arrivé très récemment dans le projet en 2023 et les grands ateliers ont été le lieu de la fabrication de toutes les briques qui ont été posées sur cette maison 24 heures. Et donc en fait ça a touché énormément d'étudiants. Non seulement dans le DSA, mais aussi à l'école d'archi, aussi à FITEM pour les chantiers participatifs, et un nombre assez conséquent en fait, de petits groupes qui se sont relayés pour pouvoir faire telle étape, déplacer les briques, mettre en palette, etc. Donc c'était très intéressant de pouvoir suivre toutes ces étapes-là, depuis la formulation du matériau jusqu'à la production et puis la manutention et la mise en œuvre. Ensuite, il y a eu également, on ne le voit pas trop, mais c'est un peu les résultats qu'on propose dans le documentaire, mais il y a eu une caractérisation mécanique et thermique de la brique qui a été fait au laboratoire 3SR sur le campus de Saint-Martin-d'Hères. Et donc il nous a appris pas mal de choses qui ont rajouté encore à la bibliographie quelques informations. Et donc ce qui était aussi très intéressant dans ce projet, c'est qu'il y a un passé, il y a 40 ans. En 2018, Dominique a lancé le projet Icolos. En 2023, on a isolé la toiture. Et en fait, ça continue. Et cet outil, en fait, il continue à vivre à travers les enseignements de l'université. Et donc, voilà, je vais laisser la parole à Angèle, si tu veux dire aussi quelques mots. Et ensuite, on vous proposera d'imaginer le futur. Moi, je vous laisse la parole, qu'il y a des questions. Je vous donne une minute pour réfléchir. Je veux savoir si on peut avoir le film pour ça. C'est quoi? Parce que je suis arrivée un peu en retard. Je veux savoir si on peut voir le film plus tard pour voir. Si on peut revoir le film. Avoir accès. Dominique, comment on peut avoir accès à ce film? Est-ce que c'est accessible? Il sera accessible. Comment? Il sera accessible, j'avoue que comme je le découvre, je n'ai pas du tout réfléchi comment on fera. Il sera forcément accessible pour mes étudiants et pour tous les étudiants de l'université Grenoble-Alpes. Donc ça, c'est une certitude. Si on a un compte informatique étudiant, on pourra se connecter. Après, je vais voir un peu comment est-ce qu'on peut le diffuser plus, parce qu'effectivement, les débuts du projet Écolos, ça veut dire étudier les constructions locales soutenables. C'était aussi en partenariat avec l'agence locale de l'énergie, etc., qui ne pouvait pas être financée, donc c'est vrai qu'on ne les a pas trop sollicités. Mais je vais réfléchir dans les mois qui viennent à comment est-ce qu'on met ce film beaucoup plus en diffusion libre. Voilà.
Les mesures toutes les mesures que l'on a là sont accessibles pour nos étudiants pour l'instant et elles vont passer en données libres. Ça demande encore quelques mois de travail. Je sais, c'est pas, il faut des gens qui sont spécialistes de la transmission de données, etc. Donc bon voilà, ça me dépasse, mais je sais que ça va être fait parce qu'on y travaille dessus. Donc tout sera accessible. Et moi, je suis dans la désobéissance depuis ma naissance. Donc je pense, je te conseille de le pirater tout simplement. Effectivement. Moi, je vends des copies à 10 €. En attendant la diffusion légale. Tellement bien. D'autres questions? Moi, j'en ai deux en fait. L'une, c'est par rapport à la bâche qui couvre la maison 24 heures. Vous n'en avez pas parlé dans le film, il est là. Voilà, où ça en est, pourquoi elle est là. Et après aussi par rapport à l'isolation, et tu parlais un peu à la fin là, des prochains pas, par rapport à l'isolation des façades, est-ce que ça serait envisageable de le faire aussi, ou est-ce que ce ne serait pas nécessaire? Parce que vous parliez de la réduction énergétique de 50%, mais voilà, où ça en est en fait, ça de la performance actuellement. Est-ce qu'il y aurait d'autres pas à faire pour continuer à améliorer la performance? Bon, d'abord, cette maison elle devait être détruite après la construction. C'était le deal avec le président de l'université. On fait une maison en 24 heures, on la démolit. Comme ça, on a le terrain. Et le terrain reste libre, puisqu'on n'avait pas eu le permis. Donc c'était simple. Une fois construite, une fois inaugurée, le président dit « Mais non, jamais on va démolir cette maison, c'est pas possible. » Donc cette maison, elle est restée. Mais elle n'était pas prévue pour rester. Elle est restée un hiver, 2 hivers, 3 hivers, 4 hivers, au moins 5 hivers, et effectivement là elle commençait à s'abîmer. Donc il y a eu un projet, c'est l'architecte Yves Arnaud et Isabelle Hérault qui ont gagné le projet de couverture, qui ont posé effectivement une bâche Ferrari. L'histoire de la bâche, c'est tout simplement ça, le bâtiment qui se détériorait. Avec le gel des gels. Moi, je voulais juste rajouter que pour la bâche, c'est vrai que c'est. Alors, pour le chantier, elle était un peu proche pour isoler, mais n'empêche que c'était. On avait peur d'avoir un peu chaud, en fait, c'était hyper confortable. Et c'est vrai que de construire en terre sous un parapluie, c'est le top, en fait. Et souvent, sur les chantiers. De petite, moyenne ou grande taille, quand on est toujours en bataille contre les intempéries en fait chantier. Donc là c'était parfait. C'est vrai que si on pouvait avoir des chantiers comme ça couverts à chaque fois, ça serait l'idéal. Profiter pour faire une petite provocation moi aussi, à l'inverse du mainstream des gens qui construisent en terre. Pour défendre l'idée que la stabilisation, ça peut être intéressant. Si on avait fait ce bâtiment avec de la terre non stabilisée, il n'aurait pas duré 2 ans quand même, parce qu'il n'était pas fait pour le climat. En fait, on s'est inspiré des architectures qui sont plus des architectures de milieux désertiques, notamment des réalisations d'Hassan Fatih, mais aussi des choses qu'on voit en Iran. On a des collègues iraniens qui connaissent très bien ce genre d'architecture, qui ne sont pas vraiment adaptés. L'idée, c'était de faire 100% en terre, de montrer qu'on pouvait faire un bâtiment 100% en terre. En fait, il y a une ville en Iran qui est 100% en terre, la ville de Yazd, qui est une des plus belles villes au monde, et en tout cas une démonstration qu'on peut faire une ville entière 100% en terre. C'est ce qu'on a voulu faire en fait. Et bon, c'est vrai que la réflexion sur le long terme n'était pas forcément là, mais bon, effectivement, et j'ai des photos de ça où il y a 20-30 cm de neige sur ce bâtiment-là, qui a quand même réussi à tenir. Il y avait de la glace qui descendait le long des gouttières, il y avait 10 cm de glace. Un bâtiment non stabilisé, il aurait pas tenu 2 ans, quoi. Et là, alors que là, il a quelques dégradations, et ça montre aussi que ça peut être intéressant, pas dans tous les cas, mais bon, c'est en extérieur, ça multiplie les possibilités, et pour ma part, je pense que stabilisé ou non stabilisé sont des choses complémentaires, comme la terre cuite
et la terre crue dans certains cas, et notamment la Vitoria, sont aussi complémentaires. Et depuis des millénaires, en fait, les gens ont essayé aussi d'améliorer des propriétés des matériaux pour des parties spécifiques aussi des bâtiments. Je pense qu'il faut faire preuve d'ouverture. Et voilà, vous voyez. Voilà, parce qu'on s'inquiétait quand même que ce bâtiment, quand il neigeait, on s'est dit, oulala, effectivement, c'est des photos que j'ai faites, que je suis allé voir, quoi. Il y avait un glacier sur les murs, on pouvait prendre les crampons et monter, tellement il y avait de glace sur les murs. Il envoie les dégradations, toujours aujourd'hui. Dominique, pour la deuxième question peut-être. Alors, oui, on pourrait isoler, remettre des briques de terre ou un autre. Simplement, je crois me souvenir que l'université considère que cette maison c'est patrimoine architectural. Et donc, on ne sait pas trop ce qu'on a le droit de faire, parce que c'est visible malgré tout. Mais a priori, ce n'est pas l'objectif aussi, parce que d'un point de vue pédagogique, on montre aux étudiants comment fonctionne ce qu'on appelle un bâtiment inertiel. C'est-à-dire que comme il n'y a pas d'isolation, il fonctionne différemment. Et donc, si on se met à l'isoler, on n'aura plus de quoi distinguer la différence avec le bâtiment BBC, la salle BBC qui est à l'IUT. Voilà. Donc c'est un argument contre, mais moi j'avais envisagé de faire des études un petit peu provisoires, c'est-à-dire monter monter sur le mur sud par exemple des bottes de paille, et puis étudier un peu comme ça une année ou deux ce qui se passait, puis après on essaye autre chose, j'en sais rien, c'était des choses qu'on avait envisagées. Je crains que ma vie professionnelle se termine avant que toutes mes idées soient épuisées. Voilà. On va faire une liste. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là-bas. Merci. Moi j'avais une question, c'était plutôt par rapport aux briques de terre-paille. Du coup, elles sont faites toutes avec la presse de ABTC, c'est ça? Oui. Et un peu comment vous avez défini les 12 cm d'épaisseur? Est-ce que vous étiez fixé une performance thermique au départ? Ça a peut-être déjà été dit. Mais... Non. Oui, vas-y. Alors, oui, donc c'est que de la terre et de la paille. Donc comme ça a été dit, c'est de la boue de lavage, donc un déchet de carrière et de la paille hachée de blé. On a défini les 12 cm par rapport au poids admissible qu'on pouvait mettre sur la toiture. Donc en fait, à l'époque, les architectes ont fait un dimensionnement et ils ont pris en compte le poids de la neige. Et donc ce poids de la neige qui n'est plus d'actualité à partir du moment où on a mis la toile, était en fait un poids qui était utilisable. Donc on a, en fonction, c'était un petit peu l'objectif, c'était d'avoir un matériau qui soit très léger quand on la pose, pour justement avoir l'épaisseur la plus importante et donc avoir une résistance thermique la plus importante. Donc en premier lieu, on a réfléchi à le mettre en œuvre humide, mais en fait, à long terme, après le séchage du matériau, en fait, on aurait perdu, on aurait sous-dimensionné notre couche d'isolant, alors qu'on aurait pu le faire d'une autre manière. Donc on a décidé, donc c'était une organisation qui a été refaite complètement à partir du moment où on a décidé de préfabriquer ces briques pour avoir l'épaisseur la plus importante et une fois la mise en œuvre, qu'elle soit la plus légère possible, donc sèche et avec le moins de terre possible. Je pense qu'une des idées qui a été suivie aussi, c'est de faire ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait, quoi. Donc c'est aussi une démarche qui est très différente des démarches normatives dans lesquelles on place des objectifs. D'ailleurs, je me demande comment on va finir par pouvoir les atteindre. C'est des vraies questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Les normes sont
notamment thermiques, sont tellement élevés que je ne sais pas comment on va y arriver. Et on voit bien qu'il y a des problèmes de réalisation même avec des matériaux industriels. On voit plein de chantiers où tout ça s'envole, on ne sait pas ce que ça va devenir. Enfin bon, ça pose problème. Donc on a plus travaillé avec qu'est-ce qu'on peut faire de mieux avec ce qu'on a, et ça par des matériaux, on recycle des matériaux, et puis on a du matériel et on essaie de l'utiliser au mieux, on fait au mieux, et donc on corrige. Et donc pour moi l'expérience c'est aussi ça, quoi. Donc c'est une démarche complètement différente, on essaie de faire des choses aussi qui soient réalistes en fait par rapport à ce qui est possible de faire et qui soient logiques par rapport aux moyens dont on dispose, sachant que quand on va aller trop loin, finalement on ne sait plus faire ou ça coûte trop cher. C'est une vraie démarche que je trouve intéressante et qu'on peut essayer d'avoir. C'est une démarche vraiment là aussi à nouveau différente. Je vais revenir aussi sur autre chose en fait, c'est que bon, derrière tout ça il y a énormément de travail. L'isolation c'est issu de travaux déjà antécédents qui sont assez anciens, puisqu'on est parti du travail de Franz Wollert. En fait, avant que Laurent se soit emparé de cette idée-là, on a eu des travaux de recherche qui ont été faits par des masters. Il y a Julien ainsi qui a repris, qui a commencé à faire des échantillons. Donc en fait, c'est des années de travail pour arriver à des données. Et ce qui est très intéressant, c'est la partie fabrication, qui justement du coup est très intéressant dans ce que vous avez développé. Comment fabriquer ces briques pour faire des corrections thermiques de façon simple, avec des moyens simples, très accessibles et largement reproductibles. Donc ça c'est vraiment intéressant. Pour revenir à la maison en 24 heures, faire ça en 3 fois à 8 heures, ça a demandé énormément de préparation. On voit ici la formation des gens, donc ce qui était aussi important puisqu'on avait fait ce chantier dans les garages de l'école. À l'époque, on n'avait pas les grands ateliers, mais les petits ateliers. Je les appelle les petits ateliers à l'école, mais on a fait cette réalisation à mi-échelle. Ceci dit, si on a pu faire ça à ce moment-là, c'est parce que déjà, depuis en 83, moi, quand j'ai fait mes premiers enseignements sur la Terre, il y avait déjà des maquettes, des petites choses. Enfin, on n'a pas fait ça comme ça du jour au lendemain. C'est quand même assez technique de faire ça. On a mis au point des coffrages très particuliers. On a mis au point des piges pour construire des coupoles. Donc vous pouvez voir un exemple en bas. Tout ce savoir-faire-là a été énormément développé. Et c'est aussi beaucoup de travail. Donc il faut s'attendre, si on s'intéresse à la construction en terre, à beaucoup de travail aussi. Pour arriver aussi à des choses comme ça. Mais c'est passionnant donc, et très satisfaisant. Et je voulais rajouter aussi par rapport à ta question. Donc, premièrement, on a dit que c'était une correction thermique et pas une isolation thermique, parce qu'on ne peut pas dire, justement par rapport aux performances du matériau, on ne peut pas dire que c'est un isolant. Donc c'est un correcteur thermique. Et par rapport à l'anecdote de l'ancien et le nouveau, donc pour rigoler, on a fait une coupole dans les garages pour s'entraîner, puisqu'on a fait après une démonstration ici aux grands ateliers, juste pour le petit clin d'œil. Et puis également la terre staramatique qui a été utilisée à l'époque et qu'on voit dans le documentaire, on l'a utilisée pour fabriquer les briques. Et pour information, ça n'a pas été de l'optimisation, c'était plus pour le clin d'œil et pour utiliser ces machines-là, plutôt que pour essayer de produire très, très rapidement les briques. C'était plus pédagogique. Je pense qu'on aurait pu améliorer la cadence en utilisant des outils manuels ou juste des coffrages. Et voilà, on aurait pu multiplier beaucoup plus. Mais c'était intéressant d'utiliser cet outil pour voir ce que ça donne. Et la machine est là en bas. Et la machine est là, vous pouvez la voir. Et le morceau consultant. Juste pour dire un mot sur la capitalisation de résultats, etc. Les étudiants dans notre master, ils ont commencé à travailler sur le diagnostic thermique de la maison en terre en 2016. Voilà, pour fixer un peu les idées. C'est le premier groupe d'étudiants qui a travaillé sur cette maison en terre pour que, justement, on puisse avoir un petit peu des données pour pouvoir ensuite répondre à des appels d'offres et avoir l'argent nécessaire pour en faire un vrai objet pédagogique. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un travail de longue haleine, on peut le dire.
Et donc il y a au moins 4 années de binômes d'étudiants qui ont recalculé les fameux 12 cm pour qu'on soit sûr qu'effectivement les calculs faits par les étudiants se répètent suffisamment pour qu'on puisse avoir confiance. Voilà. Moi j'ai une question pour vous. Comment construire une maison en 24 heures? Comment poser 15 000 briques en 24 heures? Personne ne se pose la question. Martin, tu as la solution? C'est pas évident, hein? Comment? Non, d'abord, il faut savoir désobéir, ça c'est sûr. Mais c'est très simple. C'est quelque chose qui est vraiment très simple. Surtout avec la terre. Quand vous regardez les films d'Hassan Fatih et autres, vous apercevez que pour poser une brique, il faut 5 secondes. Hein, Thierry, c'est vrai? Le mortier est préparé, et vous prenez une brique, vous la posez. Vous prenez une brique, vous la posez. Vous calculez combien de briques vous pouvez poser en 1 heure, avec 15 personnes. Vous multipliez ça et vous arrivez à 24 heures. Voilà, c'est comme ça qu'on a réussi. Donc c'est effectivement pas évident, ceci dit, il y a un savoir-faire de poser la brique très vite grâce à la matière terre qui est assez collante pour ne pas avoir de coffrage. Mais ce chantier, effectivement, comme disait Thierry, a permis plusieurs innovations. L'innovation du coffrage, un coffrage qu'on peut passer en dessous. Donc il y a des coffrages partout puisqu'il y a plein d'arcs. Donc si c'était des coffrages fermés, vous ne pouvez pas passer en dessous du chantier. Tandis que là, vous pouvez travailler en dessous du chantier et au-dessus du chantier. La deuxième grosse innovation, c'est les piges. Des piges à double centre, c'est-à-dire que en même temps vous avez le sens horizontal et en même temps le vertical. Ce qui permet d'avoir la position exacte de la brique, donc d'aller très vite. Et cette pige, elle est tournante, elle est facile à mettre. Voilà, il y a eu plein d'innovations comme ça qui ont été faites grâce à cette maison des 24 heures. Merci Thierry. Non, puis c'est vrai que l'organisation du chantier, en fait, était vraiment... parce que Patrice dit, on pose une brique en 5 secondes, et donc on peut en poser effectivement plein. Sauf que si on veut en poser plein, il faut qu'il y ait tout le monde derrière, quoi. Et en fait, il faut que ce soit approvisionné. Donc il y avait une personne, Hugo, qui s'occupait du mortier, et ça tournait sans arrêt, et des gens qui étaient avec lui. Donc en fait, on avait peu de maçons qui posaient, mais beaucoup de gens qui venaient livrer les matériaux, de façon à ce que justement, celui qui pose les briques, on continue, et puis on tournait quand même, pour que tout le monde puisse aussi participer, bien évidemment. Mais l'organisation du chantier, c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre. Je parle aux étudiants du DSA qui voudraient faire des chantiers participatifs ou des choses comme ça. Il ne faut pas seulement poser des briques ou fabriquer, il faut quand même l'organisation. Et moi je dis tout le temps, 1 plus 1 n'est pas égal à 2. En fait, quand on est à plusieurs et qu'on s'organise bien, on multiplie par 10 les capacités. Et juste pour quelque chose que je connais très bien, c'est les maçons de la ville de Djenné au Mali. Ils ont 10 ouvriers qui travaillent avec eux, et en fait, eux, en 1 heure, ils ont quasiment fait le travail de la journée. Donc, leur gros travail, c'est d'organiser le chantier le matin, puis ils vont boire un thé, et ils reviennent, et tout est prêt, et... en rien de temps, et cette organisation-là, c'est ça aussi qui fait qu'à un moment donné, on arrive à construire en terre, et notamment aussi en autoconstruction et en participation, je dirais, familiale, voire la famille élargie, voire la communauté. C'est aussi que on peut faire travailler beaucoup de monde en une journée, et je me rappelle très bien, au début, il y avait l'équipe de Cratère Pérou qui nous racontait qu'en fait, les gens construisent leur maison en une journée. Mais avant, ils ont préparé les briques, etc. Mais en une journée, on arrive à construire la maison. Et donc, on organise un grand repas festif. Et ça aussi, c'est des leçons qu'il faut apprendre de la construction en terre dans les systèmes traditionnels. Et peut-être nous s'en inspirer aussi dans les démarches que l'on a aujourd'hui. Donc, j'encourage, et je le fais constamment maintenant, de pas seulement avoir une réflexion technique, mais d'avoir aussi un regard culturel sur des pratiques
qui sont extrêmement intéressantes et hyper efficaces parce que les gens ont pendant des millénaires su s'organiser pour être très, très productifs. Et c'était le cas d'ailleurs dans la région ici pour les maisons empilées où il y avait le maître maçon, éventuellement un assistant, mais la famille venait et c'est comme ça qu'ils ont pu faire des maisons aussi grandes et qui ont aujourd'hui, on aurait bien du mal à les financer aujourd'hui. Un scoop? Oui, un scoop, oui. Alors j'ai discuté avec Martin Pointet qui est là à ma droite, et il est d'accord pour faire une maison entre le lever du soleil et le coucher du soleil. Voilà, c'est le prochain défi. Tu te rappelles? Faire couler. C'est prévu. Voilà. Un seul coffre. Oui, encore une question. Excusez-moi, je parle anglais. I want to say that I was proud to see and visit here. It was very excellent. And I also said that there is some microorganism in the mud and in soil. I searched it, it was Mycobacterium vacuum. And this is very good for promotion the immunity system, to prevent allergy, to prevent cancer, and it's used in some countries to prevent tuberculosis and also asthma and cancer. So I want to say that good news, that I hope that everybody that take part in this workshop can be prevented from many diseases such as asthma, allergy, cancer, and the other things. Thank you. And she's a doctor. C'est bien ça. Voilà. Bon, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Moi, je voudrais juste dire que cette maison en terre, donc, elle a été construite grâce à l'ENSAG, que son histoire fait qu'elle a été habitée pendant un certain nombre d'années par une agence de voyage, puis ensuite il y a eu des services décentrés de l'université, et les personnels de ces services-là avaient un ressenti assez négatif. Ils avaient froid, ils avaient trop chaud, etc. Bon, une partie de ce ressenti est effectif, c'est-à-dire que oui, en hiver, il ne fait pas très chaud dans la maison en terre, notamment parce que je pense que c'est très stratifié en termes de température, donc on a froid aux pieds, par exemple, les deux, voilà. Et puis donc du coup, ce ressenti négatif, il venait aussi du fait que c'était des services décentrés, c'est-à-dire qu'elles se sentaient, ces personnels se sentaient un peu mis de côté parce que leurs collègues étaient au bâtiment central. Voilà. Donc par la suite, c'est devenu un bâtiment mort, c'est-à-dire qu'on a décidé d'en faire les archives de l'université. Donc il y avait les archives du personnel dedans. C'est comme ça que j'ai eu envie, moi, de le rendre de nouveau vivant, quelque part. Parce qu'on se rendait compte au niveau formation qu'on voulait commencer à offrir autre chose que juste les constructions classiques, parce qu'il y a un petit groupe de collègues qui pensent de cette façon-là. Et donc le réveiller, ça a demandé un certain nombre d'années et d'énergie. Et donc maintenant, il y a effectivement de nouveau des personnes qui travaillent dedans. Donc comme j'ai dit, c'est le comité d'entreprise. Donc elles sont autonomes, elles n'ont pas ce ressenti d'être excentrées de leurs collègues, même si la moitié du service est de l'autre côté de Grenoble. Les personnes qui travaillent dedans ont ce ressenti d'avoir de temps en temps un peu froid, de temps en temps trop chaud, etc. Par contre, elles se sentent extrêmement bien dans cette architecture intérieure. Elles ont beaucoup apprécié. Ça les apaise en fait, voilà. Donc ce que je voudrais dire par là, c'est que le bâtiment est à nouveau vivant, c'est pas un Fab Lab, contrairement à ce que j'aurais voulu en faire, mais on est quand même tous, je pense, très heureux de voir qu'il est de nouveau habité et que finalement ça permet aussi toute une pédagogie technique sur un bâtiment en service. Et ça, c'est quelque chose qui est, de mon point de vue, est quand même très important parce que travailler sur un bâtiment où il n'y a jamais personne qui vit dedans, que ce soit pour le travail ou que ce soit pour une vie personnelle, eh bien c'est un petit peu factice. Et donc moi leur ressenti, je le prends avec beaucoup de plaisir
savoir que oui, malgré le fait qu'il fait toujours un peu froid, puis qu'il fait toujours un peu trop chaud en été, il y a quand même un réel plaisir à venir travailler dans cette maison. Voilà. Moi, je trouve que c'est quelque chose de vraiment important. Quelqu'un peut encore poser une question? Bon, une dernière question, Patrice. Alors, comment vous avez réussi à désobéir sans être viré de l'école toutes ces années? Peut-être ça va encourager les profs d'aujourd'hui de désobéir plus si c'est nécessaire. Comment vous avez fait? Non, mais en fait, j'ai été viré plusieurs fois. Ah, d'accord. Notamment, pendant les vacances de Pâques, on a construit à l'intérieur des garages de l'école tous les bâtiments pour faire des ateliers, puisqu'on manquait d'ateliers. Et quand le directeur est revenu de vacances avec sa voiture, il s'est aperçu qu'il ne pouvait pas mettre sa voiture et qu'il y avait des salles qui étaient occupées. Donc il m'a convoqué, il m'a dit « je te vire ». Donc voilà, il m'a viré. Et je suis toujours là. Et une deuxième fois, enfin il y a plein de petites anecdotes comme ça. Et il m'a viré 2-3 fois comme ça, mais finalement il ne m'a jamais viré. Voilà. Enfin, oui, penser autrement, vivre autrement, mais c'est la désobéissance de l'architecte, le fameux bouquin de Renzo Piano. C'est vrai que pour construire en terre, alors peut-être maintenant c'est beaucoup plus facile, mais à l'époque il fallait vraiment désobéir, parce que sinon c'était impossible. D'ailleurs, il y a eu plusieurs miracles comme ça. Le grand miracle, ça a été la formation spécialisée à architecture de terre au sein d'une école d'architecture. Comment un ministère peut-il permettre de faire une formation spécialisée? C'est impossible. Impossible, vraiment impossible. Alors pourquoi? C'est assez simple. Quand on a déposé le dossier pour être habilité pour faire une formation spécialisée avec Hugo et avec Hubert, on était sûr qu'on allait être refusé. Mais un hasard absolument incroyable, c'est que le directeur de la direction de l'architecture, donc celui qui juge les dossiers d'habilitation, il venait de visiter Mayotte. Or, Mayotte, on avait déjà construit pas mal de bâtiments. Et il avait trouvé ça absolument génial. Donc, quand il est revenu à Paris, il a vu ce dossier déposé par Crater, il a dit ça, on prend. Les autres étaient contre, mais lui, comme il était directeur, il a dit oui, on prend. Et c'est comme ça qu'il y a eu la première naissance de la formation architecture de terre au sein d'une école. D'ailleurs, c'est très bizarre, parce que ça reste quand même la seule formation diplômante à l'école d'architecture. Il n'y a aucune école qui donne un diplôme, ils donnent des formulaires de machin, de participation, mais pas un diplôme. Alors qu'à Grenoble, il y a un diplôme qui existe maintenant, depuis combien de temps? 30 ans, hein? 84, donc ça fait... Voilà, ça c'est une belle réussite. Ça c'est vraiment de la désobéissance. Vous voyez? Parce que pour monter un projet comme ça, il faut vraiment désobéir. Donc tous ceux qui sont universitaires de l'étranger, là, de IAS, des Audes, désobéissez. J'ai remis une petite couche sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Mayotte, c'est que de la terre stabilisée. Hein. Donc on existe grâce à la terre stabilisée. Ça permet de faire passer certaines choses. Un dernier mot, Martin, Dominique, vous avez envie? Dans le projet Écolos, j'avais mis un petit financement pour avoir un petit bout de film. Je me rends compte là de l'ampleur qu'a pris ce petit bout de film, et je dois dire que je vais te remercier parce que c'est vraiment très bien. Ouais, voilà, et Audrey va se faire un plaisir de le mettre sur YouTube. Qui vous êtes piraté.
Juste après avoir enlevé les toutes petites coquilles qui restent. Il y a encore la stabilisation, Et- la promotion de la stabilisation. Non. On va faire un documentaire sur la promotion de la stabilisation. Parce que... Ouais. Martin, ça y est. Bon, c'est fini. Vous trouverez ça sur YouTube. Et merci à Audrey et beaucoup de personnes qui ont pris beaucoup de vidéos sur chantier. Et ça, c'était important. Parce que moi, j'étais pas là pendant le chantier.